En fait, on est présent surtout dans l'open source. Je m'attendais à avoir l'open source comme mot qui pourrait arriver. Non? Ah, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà, open source. Qu'est-ce que c'est l'open source? Oh! C'est du code que tout le monde peut voir. Alors, je vais juste prendre ça. Donc ça, c'est le marketing, mais un peu forcé à médecin. Je suis désolé, hein. Donc, c'est 80% des entreprises qui utilisent du code open source, sans même le savoir de temps en temps. C'est très important de le savoir. Même si vous avez un produit propriétaire, vous pourriez avoir du code open source dedans. Ça, c'est vraiment important. On a aussi au niveau des leaders, donc les personnes qui vont faire des choix technologiques, il y a 82% de ces personnes qui se disent prêtes à faire un changement au niveau stratégie en disant oui, on va prendre en compte l'open source parce que c'est un bon moyen de s'assurer de la sécurité parce qu'on a accès au code, on peut voir le code, on peut le tester auparavant aussi parce que forcément il est disponible dans la communauté. Donc ça permet de tester, c'est pas gratuit, hein, c'est disponible dans la communauté. C'est du domaine public, c'est un peu différent. Et alors la dernière partie, euh, ça c'est ce qui a été dit là, au niveau sécurité. Donc on se rend compte que quand on fait des audits de sécurité, l'open source, un projet open source, voire un produit qu'on appelle enterprise open source, est au moins aussi sécure ou plus sécure qu'un produit propriétaire. Donc ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce au lieu d'avoir, on va dire, quelques personnes qui développent un produit dans leur coin, on a toute une communauté qui va permettre de fixer ces problèmes de sécurité ou les introduire, hein. On ne va pas se leurrer. En termes d'open source, pour moi, le plus gros avantage de l'open source, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est tout ce qui est collaborer ensemble, c'est avoir la possibilité d'être transparent par rapport à ce que vous essayez de réaliser. Ça, c'est vraiment important. Donc, comme on disait, le code est disponible. Vous voulez faire un audit de sécurité, vous pouvez lire le code, vous pouvez le partager, vous pouvez le réutiliser. Donc ça, c'est vraiment ces éléments-là. Donc c'est collaborer, partager la connaissance et travailler sur des standards. Et ça, c'est vraiment important aussi. Pourquoi c'est important de travailler sur des standards? S'il y a un bug, on peut le trouver facilement. Aussi, oui. Une autre idée? Interfacer avec d'autres. Oui, exactement, l'intégration. Donc, à partir du moment où vous créez un standard, ça veut dire que n'importe qui dans l'industrie peut amener son projet, son produit et s'intégrer facilement entre ces différents éléments. Euh, voilà. Donc, on a mentionné Linux. Mais là, on parle vraiment de Enterprise Linux. On a surtout des projets communautaires qui sont derrière. Donc, on a Fedora, je pense que Fedora, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. CentOS, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez aussi, qui a créé beaucoup de bruit il y a un an ou deux. Oui. Ansible, on l'a nommé aussi. Donc voilà, il y a d'autres choses, hein. Donc le portfolio Red Hat, c'est à peu près plus de 200 produits qui sont basés sur à peu près 1 million de projets. Ça vous donne l'amplitude de ces éléments open source, ces projets open source que l'on va prendre en compte pour gérer ces projets. Mais on n'est pas là pour parler d'open source. On est là pour parler de la data. Qui a un projet qui va utiliser de la donnée à part entière, qui va vraiment générer de la donnée, transformer de la donnée. On parlait de culture, on parle de sport. Est-ce que le concept de données est un élément que vous avez pris en compte ou vous devez prendre en compte pour votre projet? Oui. Ah, top secret ici. Oh, ok. Ouais, là, je vais suivre alors, hein. Donc, ça, d'office, je serai là pour le pitch pour voir ça. En fait, ce qu'on se rend compte, et dans mon cas, en fait, on nous a dit, hey, est-ce que vous avez du temps pour venir parler un peu de challenge en termes de développement, l'open source, tout ce qui est lié à l'éducation aussi, et potentiellement au hackathon. Donc, on s'est dit, ouais, ok, mais comment on peut présenter ça? On va prendre un use case, quoi. Alors, en bon élève, on n'était pas au courant des challenges, donc déjà là, on se ramasse, hein, parce que je suis complètement en dehors de tous les challenges qui ont été cités. Mais j'ai pris un challenge, j'ai pris un sujet sur le thème du sport. Je suis un grand sportif, donc je me suis dit ça, je vais. Oh, tout de suite, on rigole, hein. Je suis un grand sportif, donc directement, ça me concerne, je vais y aller.
Mais ce qui me concerne, c'est surtout une réflexion à chaque fois que je regarde un match d'un sport d'équipe, que ce soit le football, que ce soit le basketball, le handball, du hockey, on peut en nommer autant qu'on veut, football américain pour ceux qui aiment bien. Et à chaque fois, je me dis, tiens, moi je le vois, ce joueur-là, il en a plein les baskets, on devrait l'arrêter, quoi. On devrait le prendre, le sortir, mettre un autre. Et je me dis, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, à un moment donné, utiliser soit du machine learning ou soit de l'intelligence artificielle pour détecter ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça? Bien sûr, oui. Ah, ça, j'aime bien tout de suite. Il n'y a même pas, boum. Oui, ça, c'est exactement, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de données, on peut utiliser ces données, on peut les transformer, on peut les analyser, on peut créer des modèles. Donc, notre projet de l'équipe Red Hat, c'est de venir et de modéliser, en fait, un ensemble de données qui vont nous permettre de déterminer la dégradation, et non pas la performance, la dégradation des performances des athlètes durant le temps de jeu. D'accord? Donc ça, c'est un modèle possible. Et alors, on peut le faire comment? En récoltant pas mal de données, bien évidemment, mais avec ces données, il faut pouvoir faire une corrélation. Donc, une corrélation, c'est-à-dire qu'on doit avoir une position sur le terrain, on doit avoir du time series. Donc, time series, vous savez ce que c'est? Non? Oui, vas-y. Oui, donc en fait, quand on collecte des données, le plus important, c'est quand même de donner un espace temporel et peut-être un espace géographique aussi. Dans le cadre du sport, ici, on va essayer de déterminer où sont les joueurs, quels sont leur état de santé en termes de biométrie, donc le rythme cardiaque, la température du corps, d'autres éléments peuvent venir en compte. Surtout avec tous les sensors, les montres connectées et compagnie qu'on a. On peut imaginer plein de choses. Tout ce qui est sensors sont là, donc on peut le faire. Le deuxième élément qui est le plus important, c'est essayer de trouver un modèle pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du joueur. Est-ce que ça a un impact sur les performances qu'il a, ont un impact sur la tactique qui est en cours de jeu. Donc on peut, via cette partie graphique, je vais reprendre ça ici, donc data science, hein, donc ça c'est très important, c'est le sujet de use case. Compute, storage, software, ça, objet, on en a besoin, hardware. Je booste un petit peu parce que comme ça vous pouvez retourner aussi faire un peu de hacking. Mais imaginons on a ça, on a un terrain avec des joueurs, d'accord? Et donc nous, notre use case, c'est de dire, ok, on va mettre plein de capteurs partout parce que c'est cool, on aime bien jouer avec du matériel. Et en même temps, on va essayer de déterminer si ces éléments vont apporter de la valeur ou pas, vont permettre de nous définir s'il y a une dégradation des performances et si on peut amener un changement tactique au niveau management. Donc si le coach doit dire, bah, tiens, ce joueur-là, je vais le changer, on est plus dans un moment où on est en train de gagner le match, donc on doit plus conserver le score, donc je peux changer ma tactique et je peux mettre ces joueurs-là d'une telle manière et ainsi de suite. Donc beaucoup de choses qui peuvent être réalisables. Donc là, on a du capteur biologique, on a de la vidéo, de la température, parce que bon, c'est toujours cool d'avoir la température de l'endroit et ainsi de suite. On va avoir bien évidemment du réseau parce qu'il faut récupérer toutes les infos. Mais on va avoir, comme je le disais, la partie géolocalisation et il faudrait mapper ça avec la tactique de l'entraîneur. OK? Très simplement, on récupère toutes les données, on va analyser, on va créer des modèles, on va pouvoir détecter la courbe descendante de performance. On va utiliser des modèles machine learning qui vont nous dire « Ah, ben en fait, si on positionnait tel joueur de telle manière et ainsi de suite, si on changeait la tactique de telle manière et ainsi de suite, on pourrait avoir une courbe montante, donc les performances pourraient remonter. » OK? Ça vous parle jusqu'à présent? Oui? Alors ça, c'est mon pitch business pour demain, pour vendredi. Et je peux rajouter un petit peu de détails comme ça, en disant, ben voilà, en fait, j'ai établi quelques modèles. Ici, on a fait de la capture vidéo qui nous permet de déterminer où sont les joueurs. On est capable de définir sur une passe où, en fait, avant même que le joueur fasse la passe par rapport à sa position corporelle, où il va faire la passe, et ainsi de suite. Donc, on peut déjà amener pas mal de données qui vont permettre de transformer la tactique qui est en cours. Donc ça, c'est une idée qui peut être mise en place. Et donc, on va mettre en exergue de la vidéo, les positions et ainsi de suite, les joueurs, les déplacements. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut le faire juste sur un seul match?
ça. Oui, on pourrait le faire, mais est-ce que ce serait aussi, comment on dit ça en français, accurate, précis, pertinent? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir quelque chose qui soit vraiment pertinent et précis? Énormément de données, mais oui, des résultats, mais quoi d'autre? Des données historiques. Donc ce n'est pas sur un seul match que vous allez réussir à faire ça. Il va falloir le faire falloir le faire sur une saison, sur plusieurs matchs, ainsi de suite. Donc ça va demander une quantité de données incroyable, comme vous avez partagé. Alors là, je rentre dans un stack super technique avec du logiciel et compagnie. Je n'ai pas mis de branding ni rien, donc c'est ouvert à ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'on a déjà une partie capteur. Ça, c'est d'office, on va avoir des capteurs, que ce soit du capteur vidéo, de la télémétrie d'une manière ou d'une autre. On va avoir du capteur. Ça, potentiellement, c'est une idée du prototype que vous allez avoir. Donc ici présent, après 3 jours, vous pourriez avoir quelque chose d'assez simpliste que vous pourriez utiliser en termes de démonstration. Capteur, un logiciel qui permet de récupérer le feed vidéo et la télémétrie. Et derrière, on a du data source. Et on a un laptop ou autre qui permet de commencer à cruncher ces données et d'avoir quelques résultats, des trucs bien sympas et sexy qu'on peut montrer le vendredi durant le pitch business. Donc ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec ça ici? J'avance, hein. J'avance un peu. Donc ici, la grosse problématique, c'est qu'on a une pression sur tout. Alors en général, ces capteurs ou ces systèmes embarqués ont très peu de ressources, mémoire, CPU ou autres. Et donc commencer à avoir tout un stack logiciel qui va commencer à faire des choses à forte consommation de compute ou de stockage ou de la mémoire à la place du stockage, il n'y en a pas, ça ne va pas le faire, ça va être compliqué. Il va y avoir une grosse pression aussi sur le réseau parce qu'au final, si on réfléchit un petit peu, on ne va pas avoir un seul capteur dans la réalité. Donc quand on va commencer à passer sur un MVP, Minimal Viable Product, d'accord ? Quand vous allez passer le stade de mon pitch a bien fonctionné, je vais avoir 1 an pour développer le produit et ainsi de suite. Là, il va falloir commencer à penser comment je vais intégrer ces 30 fois ce stack-là. Ça va être compliqué. Comment on peut faire? Une idée? Ça vous parle jusqu'à présent ou là on rentre dans le domaine du qu'est-ce qu'il nous raconte le type? Ouais, jusque-là ça va? En fait, on va amener le concept de gateway. On va amener une gateway en fait et on va commencer à faire un découplage de la partie capteur système embarqué qui peut être sur la personne, qui peut être sur le terrain, qui peut être au niveau de la vidéo et ainsi de suite. Et on va commencer à utiliser des concepts de gateway en fait. Et dans l'industrie, on appelle ça un edge gateway. Donc on peut en avoir une ou plusieurs. Et donc ça va être un espèce de hub où en fait toutes les données qui vont revenir de la partie edge, donc ça c'est vraiment du edge, on est vraiment dans du edge computing, va remonter simplement les données. Le but c'est de ne pas avoir de calcul sur ces plateformes-là parce qu'on veut avoir des plateformes de plus en plus petites et qui ne font qu'une seule chose, c'est renvoyer la donnée. Ça c'est le plus important. Si vous avez besoin de calculer sur ce device-là, ça veut dire que vous allez avoir des problèmes en termes de miniaturisation. Et un joueur de foot, il n'a pas envie de se balader avec un Raspberry Pi sur le thorax ou n'importe quoi. Donc, lui, il veut rien du tout. Il veut sa petite bande Polar ou autre. Et si les données peuvent ressortir comme ça, tant mieux. Au moins, on ne l'ennuie pas avec ses performances ou sa considération d'être bien pendant son effort. Donc là, on n'a plus besoin de compute en termes de cette partie embarquée. Tout ce qui est en fait logiciel ne devient plus du logiciel, on appelle ça du network function. Si un jour vous allez dans le monde du telco, donc tout ce qui est Orange, Proximus et autres, on appelle ça network function virtualization. Donc on commence simplement à réaliser un élément correctement sans pour autant avoir tout un stack logiciel derrière. Donc soit on remonte de la télémétrie, soit on remonte de la vidéo, et c'est tout. Rien de plus. Alors avec la 5G, on commence à avoir un peu de différence. Donc ça c'est important. Un dernier élément, c'est qu'on a toujours la problématique du réseau. On a par contre du matériel dédié qui permet de faire du calcul, donc ça c'est cool.
c'est pas pour autant que là, on a une ferme de calcul. On a juste une gateway. Donc, ça peut être un petit serveur, ça peut être un NUC ou n'importe quoi qui se trouve dans votre MVP sur votre terrain. Et vous pouvez remonter des informations là-dessus. Donc, ça peut être intéressant. Et après, on a toujours un autre problème qui est le stack applicatif ici. Alors, qui peut expliquer ce qu'est un stack monolithique? En gros, sur le même PC, on a backend, front-end, on va dire. On a tout tapé sur un seul élément et advienne que pourra. C'est ça? Et il y a l'autre architecture, c'est microservices. Ouais. Ok. Je fais ça. Quand même fantastique, hein. Sinon, je donne des cours d'animation aussi. Euh, donc, ouais, ici, donc l'idée, c'est à un moment donné, en fait, le stack logiciel. Alors, la problématique d'avoir un stack monolithique, c'est que à chaque fois que vous voulez amener une nouvelle fonctionnalité, vous allez devoir changer, en fait, mettre à jour tout le stack. Et effectivement, quand vous mettez à jour tout le stack, vous apportez potentiellement du bug et ainsi de suite sur la partie logicielle. Et là, vous n'impactez pas simplement la nouvelle fonctionnalité que vous apportez, vous allez impacter l'intégralité du stack. Donc, c'est pas cool. Quand vous allez commencer à utiliser un concept de microservice, et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir du container pour faire du microservice, ça c'est très important. C'est une architecture logicielle de développement simplement. Mais si vous utilisez du container, c'est encore plus facile. À ce moment-là, vous pouvez utiliser cette portabilité du container pour pouvoir dire, bah, tiens, la prochaine évolution, la prochaine itération de mon stack ici, si on change le matériel ou autre, je m'en fous parce que c'est du conteneur, c'est portable, je peux le passer d'un élément à un autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quelqu'un utilise du container pour son projet hackathon? Voilà, on commence à descendre dans le nom, là. Alors là, c'est pour ceux qui ont des lunettes. Donc, ou ceux qui sont au premier rang. Alors, ceux qui sont au dernier rang, désolé. Ah ouais, là, c'est... On m'avait montré la salle avec l'immense écran. Je me suis dit, là, ça va bien passer. Quand on m'a dit non, c'est ici sur la petite télé, j'ai dit, ah ouais, là, ça va être compliqué. En gros, on parlait à un moment donné du besoin d'avoir des données historiques pour avoir une analyse et un modèle qui soit de plus en plus précis et qui permettent à un moment donné de passer du machine learning vers de l'intelligence artificielle. D'accord? Ça demande d'avoir un grand niveau de données, beaucoup de données, un grand montant de données et de pouvoir les traiter et les stocker et avoir une rétention là-dessus. 1 an, 2 ans, une saison, 10 saisons, afin de pouvoir créer des statistiques derrière. Pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire sur votre Edge Gateway. Je ne pense pas que votre Edge Gateway soit capable de conserver un pétat de données avec les vidéos et compagnie. Donc ça va être compliqué. Parce que si on réfléchit, 90 minutes de vidéo, on va corréler les informations géographiques avec tous les capteurs et ainsi de suite. Ça va représenter un paquet monstre de données. Si on regarde ça sur une saison, ça va représenter aussi beaucoup. Donc là, on va remonter. On espère que dans le stade où le client qui va nous acheter notre solution, il ait un petit data center, une solution de stockage, ou alors il a du Azure et là, tout va bien. On n'a pas besoin d'avoir ce data center en local. Mais l'idée, en fait, c'est encore de découpler l'ensemble du stack. Donc en fait, à un moment donné, on va se dire, OK, toutes les fonctions qui étaient ici, on ne va même plus faire du tout de calcul sur ce stack au niveau du Edge Gateway. On va avoir du caching simplement. Donc c'est un moyen, en cas de problème d'accès au niveau data center ou autre, de pouvoir avoir ce qu'on appelle un failover, de dire, OK, même si je n'ai pas accès à mon data center pendant le match, je peux toujours rediriger mon calcul sur cette partie-là et avoir accès aux données. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. La problématique dans ce cadre-là, c'est que vous n'aurez pas accès à vos données historiques. Et donc, ça va être compliqué. Vous aurez quelque chose de moins précis au niveau du modèle. Mais en théorie, le modèle, une fois qu'il a été défini, qu'il a été entraîné, vous n'avez plus besoin en fait de ces données. Vous pouvez l'appliquer directement sur les nouvelles données qui arrivent. Donc ça, on est sur du compromis technologique. L'avantage ici aussi, c'est que au lieu d'avoir une seule Edge Gateway qui est en train de travailler, au niveau du use case machine learning ou AI, on va avoir l'ensemble d'un data center. Alors ça, il faut réussir à vendre le truc, hein, mais
On va au moins avoir quelques serveurs qui vont vous permettre de faire ce calcul pour l'ensemble de la partie, pour l'ensemble des joueurs et ainsi de suite. Quelque chose qui sera quasiment du real-time, puisque vous allez avoir beaucoup plus de capacité en termes de CPU, mémoire et autres. Ce qui n'est pas possible ici, bien évidemment, si vous devez remonter. Ou alors, il va falloir créer cet élément ici. Est-ce que ça parle jusqu'à présent? Est-ce qu'on n'a pas un autre problème maintenant avec ça? Parce que voilà, on est super cool, on a un stack de feu, là on a déjà vendu à quelques clubs, on a vendu au Standard de Liège, à Anderlecht. Anderlecht, ils en ont besoin, hein, et à d'autres clubs. Donc là, on est bien, on a déjà un bon produit, on a quelques clients. Mais est-ce qu'on n'a pas un autre souci? Allez, dans les matchs de foot ou de basket et compagnie, on joue tout le temps à la maison? Ah non. Ah oui, il fallait y penser à un moment donné. Donc la grosse problématique, c'est qu'il va falloir avoir un kit mobile. Parce qu'on veut continuer à capturer les données quand même. On ne va pas dire, bah, non, on capture à la maison. Quand on n'est pas à la maison, on s'en fout. Les joueurs, peut-être qu'ils joueront bien, peut-être qu'ils joueront pas bien, peut-être qu'ils sont fatigués ou pas, on verra bien. On va jeter les dés et puis on va voir ce qui se passe. Non, en fait, dans ce cadre ici, on peut imaginer, en fait, grâce au découplage complet de votre stack, vous pouvez créer un kit mobile. Donc là, on est sur du Edge Gateway. Toute la partie sensor au capteur ici ne changera pas, puisque ça, c'est ce qui est déjà sur les joueurs. Ils vont prendre leur kit avec eux et puis on n'en parle plus. Par contre, au niveau du kit mobile, ben, là, on a déjà défini tout un stack auparavant qui est présent sur le stade, le terrain et ainsi de suite. On peut mettre ça dans une belle petite caisse hein, avec du mousse et compagnie. Et on amène ça chez l'adversaire et puis on le déploie là. Et on peut profiter en fait de ces modèles en live, en continuant ce côté real-time. On est passé de j'analyse, je donne un modèle et ce n'est pas spécialement real-time. Maintenant, on est full real-time, donc on peut donner en temps réel au coach des instructions en disant ta tactique, pas top, hein, gars. Alors, on va perdre avec ça. Mais alors l'avantage ici aussi, c'est que ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas essayer de garantir un peu plus de compute, un peu plus d'élasticité pour pouvoir calculer plus rapidement, parce que comme on l'a dit, le Edge Gateway ici, bah, ce n'est pas un foot de guerre, hein, il fait bien son boulot, mais quand même. Et donc on peut remonter vers un cloud provider. Donc là, on peut remonter les données vers un cloud provider et bénéficier en fait de toute l'élasticité du cloud pendant la période de 90 minutes ou 120 minutes, quelle que soit la période de jeu en question. Est-ce que ça a créé un challenge, ça, de faire ça? Est-ce que vous pensez utiliser du cloud, une technologie cloud pour votre projet? Non. OK. Alors là, je m'adresse aux personnes qui travaillent chez Microsoft ou autres. Ça, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a un challenge quand on remonte des données comme ça de manière complètement séparée, segmentée, et qu'on a un data center et du cloud? Est-ce qu'il y a un challenge derrière avec ça? Exactement. Donc le but, c'est de ne pas avoir quelque chose qui soit complètement divisé et qu'on va réconcilier plus tard. C'est la possibilité d'avoir une architecture qui soit complètement distribuée et qui permette en fait d'utiliser le cloud quand on est à l'extérieur, utiliser son data center quand on est à la maison. Et ce qu'on aimerait bien aussi, c'est quoi par la même occasion? Parce que là, on n'en a pas encore parlé. Pour le moment, là, on vit dans les nuages, on est super content. On a un business angel parce qu'on a fait un pitch de malade, ils nous ont mis 10 millions. Et là, on est en train de faire la fête à développer et compagnie. Mais qu'est-ce qu'on aimerait bien faire à terme? Et qu'est-ce que le client aimerait bien faire à terme? Exactement. Donc, on a un aspect de revente. Donc, on peut commencer à créer un service derrière ça. Mais aussi, on peut vendre le fait que cette partie-là n'est pas quelque chose qui est à maintenir de manière permanente. Donc là, on est sur du éphémère en fait. Donc l'idée, c'est que quand on est à l'extérieur, on va dire, OK, je ne l'utilise pas, donc je mets ça à zéro. J'ai toujours mon compte et compagnie, j'ai toujours la possibilité de déployer à la volée, donc ça c'est important. Ça c'est cool, mais ça ne me coûte rien, ou presque rien. Par contre, effectivement, dans un modèle business, c'est à un moment donné, les joueurs, on les transfère. On les transfère d'un club à un autre. On a un nouveau modèle, ce qu'on appelle en anglais un revenue stream, où on peut se dire, là, on a trouvé un nouveau moyen de faire du pognon, le partage des informations des joueurs. Et ça devient un nouveau produit par lui-même. D'accord?
Et donc à ce moment-là, on peut mettre là, si vous voulez, alors pour ceux qui ont des lunettes, donc là on est passé sur un Open Data Hub parce que ça vous permet en fait de partager les données avec une third party, une compagnie tierce, un club ou autre, ou même un équipementier par exemple pour des chaussures, pour n'importe quoi. Et vous pouvez partager ces données-là contre un fee, ça c'est un peu l'idée. Est-ce que c'est un projet qui pourrait être intéressant? Ça vous parle? Ouais, c'était intéressant? Ouais, j'espère. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. L'idée de base, c'est comment on peut améliorer les performances d'une équipe sur un terrain avec du AI, du machine learning. Donc là, on peut le faire de manière assez simpliste, hein. On collecte plein de données et après, on commence à galérer à comment créer un stack qui puisse justement pérenniser cette collecte de données et les modèles qui vont derrière. Donc bon courage avec ce hackathon et merci d'être venu écouter cette présentation. Merci. Ouais.